Alors, donc au programme, on va commencer par, présenter très rapidement, quelle structure on représente. Ensuite, Lisa va faire une introduction, sur le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur et ensuite on alternera, pour parler des pompes à chaleur en copropriété ou en maison individuelle. D'abord les pompes à chaleur aérothermiques, ensuite les pompes à chaleur géothermiques. On fera un petit point, pour l'entretien de ces équipements, puis aussi, un focus sur comment concevoir un projet de PAC et on finira bien sûr par vos questions, qui seront nombreuses, je n'en doute pas. Heu, c'est parti. Alors on se présente, donc moi c'est Pierre Copal, je suis conseiller copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest. Et je fais cette conférence avec Lisa Joly qui elle est conseillère habitat individuel, et donc comme je disais, on se sépare la conférence en 2 pour aborder ces 2 sujets, copropriété, habitat individuel, du point de vue de la pompe à chaleur en rénovation. Donc nous sommes donc, on fait partie de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest, qui est donc, une association, loi 1901 créée en 2008 par, l'établissement public territorial de Grand Paris Seine-Ouest qui donc, est un établissement public, qui représente, 8 villes, dans le 92. Notre rôle, en tant qu'agence locale de l'énergie et du climat, c'est, d'accompagner ce territoire dans sa transition, écologique et énergétique et on a un gros focus sur, la performance énergétique des bâtiments et la rénovation énergétique. Donc c'est dans ce cadre que nous, on travaille en tant que conseiller France Rénov', et qu'on fait cette conférence ce soir, voilà, dans le cadre de de la sensibilisation, des particuliers au sujet de rénovation énergétique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lisa pour rentrer dans le vif du sujet. Oui, alors bonjour à tous. On va commencer, par un petit sondage pour un petit peu, mieux connaître, qui vous êtes. Donc, le chargement est en cours. Je vais démarrer le sondage tout de suite. Donc vous avez, 2 petites questions. Vous pouvez, y répondre. Je vous laisse, quelques minutes pour y répondre. Donc première question, quel est votre statut d'occupation? Et 2e question, quel type de projet envisagez-vous? Alors on va regarder un petit peu les résultats. Est-ce que vous avez pu participer? Il y a que 3 participants pour le moment. Je laisse un peu de temps. Alors il faut aller dans la conversation de la réunion, peut-être pour ceux qui ne le trouvent pas, dans l'onglet conversation. Bon, on a eu quelques résultats un peu par le sondage et un peu par la conversation directement. Donc, vous êtes une grande majorité de propriétaires occupants, 75. On a quelques propriétaires bailleurs et quelques professionnels de la rénovation. Vous envisagez en majorité un projet individuel, donc dans votre logement, individuel, 88 et 13 projet de copropriété collectif. Ouais, et les copropriétaires, semblent, oui, plus actifs dans la conversation que sur le sondage en lui-même. Écoutez, je vais continuer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer, par une petite, introduction, voilà, sur, vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement, d'une pompe à chaleur. Hop.
Alors déjà, pourquoi changer son système de chauffage? C'est vrai que le chauffage et l'eau chaude sanitaire, en moyenne, ça représente 77 de la consommation, d'énergie, d'un ménage moyen, en France. Donc c'est une consommation assez, importante, une part importante de votre consommation d'énergie. Donc, le changement de son système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, ça peut vous permettre de réduire, vos factures d'énergie. Ça peut vous permettre également, de gagner, en confort, quand on va parler de changement, plus global, avec les changements des émetteurs, par exemple. Et ça peut aussi, quand ça arrive malheureusement, permettre de trouver une solution, pour, remplacer son chauffage, qui tomberait, en panne. Donc, en tout cas, quelle que soit la raison, du changement de système de chauffage, c'est bien d'y réfléchir en amont pour que le moment où ça arrive, que ce soit un peu précipité ou plus réfléchi, vous ayez déjà en tête, tous les systèmes de chauffage qui existent et celui qui correspondrait le mieux possible à votre maison et à votre projet. Donc justement, voici, tous les systèmes de chauffage qui existent. Voilà, vous les avez un petit peu tous sur la slide pour que vous puissiez les voir en un coup d'œil. Peut-être vous dire avant de changer son système de chauffage, il y a quand même quelques questions, à se poser. C'est vrai que des travaux de rénovation peuvent être intéressants à réaliser en amont. Donc il faut d'abord se poser la question: «Est-ce que mon logement, il est bien isolé?» Voilà, c'est l'étape incontournable avant toute rénovation, du système de chauffage, puisqu'un logement bien isolé va mieux conserver, la chaleur et donc consommera, moins d'énergie, pour le chauffage. Un logement bien isolé, c'est aussi, plus de confort puisque, vous allez ressentir beaucoup moins l'effet de parois froides, les mouvements d'air, et cetera. Donc c'est vraiment la première question à se poser, c'est voir si dans un premier temps votre logement, est bien isolé. Hem, Ensuite, on peut se poser aussi une autre question, qui est: est-ce qu'il y a des améliorations possibles à faire sur votre système de chauffage actuel avant de, tout remplacer, le système? Je pense par exemple à tout ce qui va être, système de régulation et de programmation qui vont permettre, de piloter le chauffage pour avoir, la bonne température au bon endroit, au bon moment. Et du coup, ces systèmes de régulation et de programmation, ils vont vous permettre d'optimiser, votre chauffage, d'éviter les gaspillages et donc de fait de permettre de permettre de réaliser des économies d'énergie. Ça fait le lien un petit peu avec l'actualité où, il y a une nouvelle aide financière qui est sortie depuis le 1er décembre 2023 qui s'appelle le coup de pouce, pilotage connecté, qui est donc une aide financière, pour les particuliers qui ont des chauffages individuels, que ce soit en appartement ou en maison, mais en tout cas chauffage individuel. C'est une aide qui vous permet de justement subventionner, la mise en place, d'un, thermostat, connecté pour piloter et programmer au mieux, votre température de chauffage. Pardon, je suis allée un peu vite. Hop, donc là vous avez, sur la slide comme je vous disais, tous les systèmes de chauffage qui existent, donc avec les chaudières classiques, au fioul, au gaz, les chaudières électriques, les systèmes également à énergie solaire qui peuvent vous permettre de faire, du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Puis après tout ce qui va être chauffage décentralisé avec les radiateurs à effet Joule direct, électriques, et les systèmes, plutôt à bois. Nous, aujourd'hui, on va parler, exclusivement, du système de pompe à chaleur, qui est donc un système de chauffage central. On va voir qu'il y a 2 types de pompes à chaleur, les pompes à chaleur aérothermiques et les pompes à chaleur, géothermiques, mais également des pompes à chaleur qui permettent de produire de l'eau chaude sanitaire, c'est ce qu'on appelle les chauffe-eau thermodynamiques. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer, aujourd'hui. Alors, avant tout, peut-être un petit peu vous réexpliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe de base, d'une pompe à chaleur. Donc, comment ça fonctionne une pompe à chaleur? C'est assez simple. En fait, dans un premier temps, vous allez avoir de la chaleur qui est prélevée à l'extérieur, donc soit, dans, l'air, ça va être le cas d'une pompe à chaleur aérothermique, soit dans le sol, ça va être le cas d'une pompe à chaleur géothermique. Donc cette chaleur, dans tous les cas, elle est prélevée, voilà, à l'extérieur et elle va être transférée au fluide frigorigène qui va, dans son premier temps, s'évaporer grâce à l'évaporateur. Ensuite, va rentrer en jeu un deuxième organe qui est le compresseur électrique qui, lui, va venir aspirer le fluide frigorigène et l'élever en température.
Ce fluide frigorigène, dans un troisième temps, il va venir céder sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage ou à l'air directement du lieu à chauffer. Et ensuite, après avoir cédé sa chaleur, il va se condenser grâce au condenseur et du coup revenir à l'état liquide. Quatrième étape, ce liquide, du coup, frigorigène, va être abaissé, en pression grâce au détendeur, ce qui va lui permettre, de, se vaporiser. Donc voilà un petit peu pour le principe physique d'une pompe à chaleur. Donc vous voyez, on est vraiment sur un circuit fermé et étanche. Donc le fluide frigorigène, il circule en boucle fermée dans votre pompe à chaleur, dans votre unité extérieure de pompe à chaleur. Il est, suivant les étapes, soit à l'état liquide, soit à l'état gazeux. Et puis, comme je vous disais, il y a 2 types de pompes à chaleur en fonction d'où sont captées les calories. Alors, avant de rentrer dans le détail des 2 types de pompes à chaleur, on voulait vous faire un petit focus sur, les coefficients de performance. Voilà, c'est des termes qu'on entend assez souvent quand on s'intéresse aux pompes à chaleur. Donc vous allez avoir d'un côté le COP, qui est le coefficient de performance de la pompe à chaleur en mode chauffage. Comme vous voyez sur le petit tableau, à la différence d'une chaudière, le coefficient de performance des pompes à chaleur, il va être fonction de la température extérieure, donc soit de la température de l'air, soit de la température du sol. Et en fait, plus les températures extérieures seront froides, plus les capacités des pompes à chaleur, vont baisser. Ce que vous voyez aussi dans le tableau, c'est que les coefficients de performance des pompes à chaleur dépendent également des températures de production, et donc en fait, tout simplement de vos émetteurs. Chaque émetteur ne va pas nécessiter, ne va pas demander en fait une température de production. Vous allez avoir par exemple, les radiateurs classiques qui vont demander une température entre 50 et 80 degrés, alors qu'un ventiloconvecteur va plutôt, demander une température entre, 45 et 55 degrés. Et enfin, les planchers chauffants, ça peut aller du 35 à 45 degrés pour les plus vieux planchers chauffants. Donc, en fonction de la température de la source et en fonction de la température de l'émetteur, le coefficient de performance pour un même système va évoluer. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête, puisque quand vous regardez les notices techniques des pompes à chaleur, vous avez souvent plusieurs valeurs de coefficient de performance, puisque justement, c'est mesuré par le fabricant pour une température donnée. Donc souvent 7 degrés température source et après en fonction de l'émetteur, ça peut un petit peu évoluer. Mais voilà, bien avoir en tête que c'est mesuré pour une température donnée, voilà, tout ce qui est annoncé par les fabricants. Pour, pour, heu heu pour faire un lien avec le dimensionnement de la PAC et ce que je disais tout à l'heure sur l'isolation nécessaire au préalable, il faut savoir que le coefficient de performance va aussi dépendre du bon dimensionnement de la pompe à chaleur. Car si vous avez des nombreux, cycles marche-arrêt, c'est-à-dire un cas de surdimensionnement, là, il va y avoir une surconsommation électrique et du coup, ça va faire baisser votre coefficient de performance. Donc le dimensionnement est aussi, très important. Et enfin, on voulait vous parler de 2 certifications. Une certification, là, on va être plutôt sur une démarche, volontaire, de la part des industriels, de la part des fabricants. Donc c'est vraiment pas des marquages obligatoires, mais vous pouvez retrouver ces 2 types de marquages, que ce soit le marquage Eurovent pour les pompes à chaleur, RR et le marquage NFPAC pour les pompes à chaleur, aérothermiques et géothermiques de moins de 50 kilowatts. Donc là, on est sur, voilà, vraiment un engagement des industriels à produire un matériel de qualité. Pour avoir ces 2 marquages-là, il y a plusieurs essais qui sont réalisés, par des laboratoires indépendants. Il y a également des audits des sites de fabrication, des lignes de fabrication, voilà. Donc ça vous permet d'avoir une certification, supplémentaire, en plus de ce qui est annoncé par le fabricant. Et enfin, pour finir sur cette petite introduction, un petit focus sur la réglementation. Alors ça rentre un peu dans le technique, ça c'est pas très important si vous retenez pas cette partie, il faut savoir que, les fluides frigorigènes sont, réglementés par une réglementation européenne qui s'appelle la F-gaz. C'est une réglementation qui a été votée, qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015, qui en fait, a pour but de répondre aux objectifs du protocole de Kyoto, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, en éliminant en fait tout simplement au fur et à mesure, les fluides à fort potentiel de réchauffement planétaire.
Donc il y a 3 deadlines. Il y en a une qui est déjà passée, au 1er janvier 2020, où tous les fluides qui ont un global warming potential, donc en français un potentiel de réchauffement planétaire supérieur ou égal à 2500, ont été interdits. Puis il y a 2 autres échéances, donc en 2025 pour ceux qui ont un potentiel de réchauffement planétaire supérieur ou égal à 750, puis en 2027, tous les fluides qui ont un potentiel de réchauffement planétaire supérieur ou égal à 150. On vous a mis des exemples de fluides frigorigènes qui se trouvent dans les pompes à chaleur avec leur potentiel de réchauffement planétaire. Donc on voit en gros qu'à partir de 2027, il n'y aura plus que le propane et le dioxyde de carbone qui seront installés, enfin qui seront utilisés pour les nouvelles pompes à chaleur. Voilà, ce que je n'ai pas précisé en effet, c'est que c'est une réglementation qui s'applique aux nouvelles installations. Donc si vous avez déjà une pompe à chaleur qui contient de ces fluides, vous avez le droit de l'avoir encore et de la maintenir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la retirer. Hop, oui. Juste, j'en profite pour te demander, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? OK, parce Oui. que j'ai vu dans le chat qu'il y avait eu des problèmes, mais désolé. Oui, sans problème. Je vois bien la présentation. Moi, j'ai pas bien compris le mécanisme pour poser les questions, pour savoir qui on est, mais c'est pas grave. Alors pour les questions, vous avez soit la discussion, le chat de Teams que vous pouvez ouvrir et poser vos questions à l'écrit au fur et à mesure. Sinon, on aura un temps d'échange, vous pourrez prendre la parole à l'oral à la fin. Voilà, donc comme vous préférez. Si vous voulez pas oublier votre question, vous pouvez l'écrire dès maintenant dans le chat, mais on prendra le temps qu'à la fin pour y répondre. Donc du coup, je continue sur la présentation. Donc on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail des différents types de pompes à chaleur, donc avec une première partie sur les pompes à chaleur aérothermiques. Donc j'enchaîne sur les pompes à chaleur aérothermiques en logement individuel. Donc quand je vais parler de logement individuel, je vais parler autant de maisons que d'appartements qui auraient un système de chauffage individuel. Dans les logements individuels, on va retrouver un peu 2 types de pompes à chaleur aérothermiques. On va retrouver d'un côté la pompe à chaleur RO et de l'autre la pompe à chaleur RR. Alors, je vais commencer par la pompe à chaleur RO, qui est un petit peu la plus efficace pour ce type de pompe à chaleur aérothermique. Donc on est en effet sur un système qui est très efficace et économe à l'usage. On va venir donc capter les calories dans l'air extérieur, c'est pour ça qu'on dit pompe à chaleur air, et ensuite on va les transférer à l'eau de votre circuit de chauffage, donc à l'eau qui passe dans vos radiateurs ou dans votre plancher chauffant. Donc c'est pour ça qu'on dit air/eau. Donc cette pompe à chaleur RO, elle restitue dans le logement en chauffant l'eau qui circule dans vos radiateurs à eau ou dans votre plancher chauffant. Il existe 2 types de pompes à chaleur RO. Vous allez avoir les pompes à chaleur basse température qui vont fournir une eau à 35 degrés. Donc c'est très performant et économe en énergie, mais ça va plutôt correspondre aux maisons qui ont des faibles besoins de chauffage ou qui sont très bien isolées. Et surtout qui ont des émetteurs adaptés, comme je disais au début, donc des émetteurs qui supportent et à qui ça leur suffit en fait une eau à 35 degrés. Donc en gros, ça va être les radiateurs basse température, donc tous les radiateurs nouvelle génération et les planchers chauffants. Et de l'autre côté, toujours dans ces pompes à chaleur RO, vous avez les pompes à chaleur haute température qui donc là vont plutôt être adaptés aux logements moins bien isolés ou alors aux projets dans lesquels vous ne souhaitez pas changer vos émetteurs. Par exemple, si vous avez des émetteurs en fonte ou des vieux émetteurs en acier ou en aluminium, là, on va plutôt rester sur de la pompe à chaleur haute température qui va vous fournir une eau à 55 degrés, comme le ferait une chaudière gaz ou fioul classique. Cette pompe à chaleur, dans tous les cas, qu'elle soit basse ou haute température, elle va nécessiter un système d'appoint, puisque les calories dans l'air extérieur, elles ne sont pas toujours suffisantes, elles ne sont pas toujours en quantité suffisante. Donc, il va falloir avoir un système d'appoint, qui est le plus souvent, en fait, tout simplement, une résistance électrique qui est intégrée au système. Voilà pour la pompe à chaleur RO. Oui, ce que j'ai oublié, c'est qu'elle peut en effet produire l'eau chaude sanitaire si c'est une pompe à chaleur haute température, puisqu'il
faut de la haute température pour l'accumulation d'eau chaude sanitaire, et elle peut également assurer le rafraîchissement en été, c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur réversibles. Ensuite, il va y avoir les pompes à chaleur RR. Donc là, on va être sur des systèmes toujours qui viennent récupérer les calories dans l'air extérieur. Mais cette fois, la pompe à chaleur RR va restituer sa chaleur directement dans l'air du local à chauffer, enfin de votre logement du coup, par le biais d'un ou de plusieurs ventilos-convecteurs. Ce qu'on appelle aussi des splits. Donc ces ventilos-convecteurs ou ces splits, il va y en avoir un par pièce à chauffer. Donc en fonction du nombre de pièces que vous voulez chauffer avec ce système, il vous en faudra un ou plusieurs. C'est une pompe à chaleur qui va être économe à l'usage également en usage chauffage, qui peut par contre, comme elle peut assurer la climatisation en été, peut vous faire augmenter vos consommations d'énergie annuelles si vous l'utilisez beaucoup en été. Un petit point négatif aussi sur la pompe à chaleur RR par rapport à celle RO, c'est que ça va nécessiter du coup le passage d'un réseau de gaines de soufflage de l'air. Donc en rénovation, des fois, ça peut être un petit peu compliqué à installer tout ce réseau de gaines de soufflage, et surtout, ça doit être un réseau qui doit rester accessible pour l'entretien. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point, l'inconvénient de ce système-là. Pour les 2, ce sont plutôt des systèmes qui sont adaptés à la maison individuelle plutôt qu'aux appartements, car dans les 2 cas, ça nécessite une unité extérieure. Alors à moins d'avoir un appartement avec terrasse ou balcon, voilà, c'est pas forcément adapté aux appartements. On est plutôt sur des systèmes en maison individuelle. Voilà, je laisse la parole à mon collègue pour l'équivalent en copropriété. OK, donc voilà, comme on a dit, c'est les systèmes pour le chauffage individuel sont plus adaptés à la maison, individuelle. Par contre, la pompe à chaleur pour le chauffage collectif, c'est quelque chose qui commence à émerger, en ce moment. Donc c'est un petit peu des technologies nouvelles, en tout cas en France. C'est un peu moins nouveau dans d'autres pays. Et donc juste pour on va parler un peu de ça. Avant ça, on va juste, faire un petit retour en arrière sur le fonctionnement du chauffage collectif. Donc ce qu'on appelle un chauffage collectif, c'est bien une chaufferie, commune à plusieurs appartements, qui se situe généralement en bas de l'immeuble et où il y a un réseau d'eau chaude, du coup, dans tout l'immeuble, qui alimente les radiateurs. L'idée là, c'est de remplacer cette chaufferie commune par une pompe à chaleur, pour faire tout ou partie, du travail que fait la chaufferie. Et les avantages qu'on a déjà vus de la pompe à chaleur, c'est les mêmes qu'en maison individuelle, c'est-à-dire un gain sur le DPE parce que c'est moins polluant, un prix qui est compétitif, grâce au coefficient de performance, qui permet de convertir, 1 kWh d'électricité en 3 à 4 kWh de chauffage. Et surtout, quelque chose qui est spécifique à la copropriété, mais pour améliorer énergétiquement la copropriété, heu, remplacer la chaudière, c'est pas un travail privatif, donc ça peut être voté en assemblée générale de manière relativement, aisée par rapport à des travaux privatifs, donc c'est quand même un avantage. Voilà. Bah, donc cela dit, il y a des grosses conditions, sur la pompe à chaleur. Pour bien les comprendre, on va revenir sur le fonctionnement, d'un chauffage collectif, et notamment ce qu'on appelle la loi d'eau. Donc la loi d'eau, c'est la loi qui règle le fonctionnement, enfin le fonctionnement vraiment de la chaudière. Donc là, sur le petit graphique à gauche, j'ai mis différentes lois d'eau. Donc en fait, la loi d'eau, c'est la température de départ de la chaufferie en fonction de la température de l'air extérieur. Heu et donc cette loi d'eau, ça va dépendre en fait de la température qu'on veut envoyer dans les radiateurs. Plus la loi d'eau est pentue, plus ça veut dire qu'on veut envoyer une température haute dans les radiateurs. Donc on envoie une température très haute quand il fait froid. Donc quand il fait -5 degrés, on peut envoyer jusqu'à 80 degrés de température d'eau dans les radiateurs. Même pour les très vieux immeubles, parfois on est à 90 degrés heu, pour les vieilles chaudières au fioul. Ça dépend pas mal des immeubles. Donc les différentes lois d'eau,
elles correspondent à différents types de radiateurs. Donc les radiateurs classiques en acier que vous avez probablement dans la plupart des copropriétés, c'est la loi d'eau, elle est réglée entre 80 et 60 degrés, tandis que les radiateurs plutôt basse température, donc des grands radiateurs qui sont plutôt des équipements modernes, la loi d'eau elle est entre 40 et 60 degrés. Et pour un plancher chauffant, la loi d'eau elle est beaucoup, beaucoup plus basse, donc 30, 35, parfois 40 degrés. Donc là où ça a un impact très important, c'est que comme on a vu précédemment et j'ai remis le petit tableau en bas, c'est que le COP de la PAC dépend de la température d'eau qu'on lui demande de chauffer. Heu, donc il faut absolument que cette température, elle soit en dessous de 50 degrés, idéalement aux alentours de 40 degrés. Donc c'est pas possible avec tous les radiateurs. Déjà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et d'autre part, cette température qu'on demande à la chaudière et donc à la pompe à chaleur, ça dépend aussi des capacités thermiques du bâtiment. Et c'est là qu'on passe à la slide suivante. Hem, donc pour quels que soient en gros les bâtiments, un bâtiment non rénové, de manière globale, ça va être très difficile d'installer une pompe à chaleur comme système de chauffage unique. Parce que les lois d'eau, elles sont globalement, au-dessus de 50 degrés, même généralement entre 80 et 60 degrés. Donc parce que, les bâtiments étaient conçus comme ça, à l'époque et jusqu'à très récemment. C'est-à-dire qu'on trouvait ça, pas du tout aberrant de demander à la chaudière de fournir, 80 degrés en sortie, en sortie de chaudière. Avec quand même un gros, enfin, je modère mes propos pour les planchers chauffants, qui sont quand même quelque chose d'assez commun dans les années 60-70, où là, on va avoir des températures, qui sont, des températures dans le réseau d'eau chaude qui sont bien inférieures, heu, mais néanmoins, toujours souvent trop chaudes pour mettre une pompe à chaleur parce que le bâtiment est pas isolé. Heu donc ce qu'il faut faire, en parallèle de l'équipement de la pompe à chaleur, c'est, isoler le bâtiment. Donc isoler le bâtiment, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en gros, on parle de rénovation globale, c'est-à-dire d'isolation de plusieurs parois, avec ventilation pour aller avec. Et à cette condition-là, on arrive dans des régimes de température qui sont, intéressants pour la pompe à chaleur et où du coup la pompe à chaleur peut développer sa pleine performance, heu et hem voilà, et donc il faut faire vraiment des économies d'énergie. Heu, donc il peut y a c'est cette rénovation globale, elle peut s'accompagner de changements d'émetteurs de chauffage aussi. Pas forcément, ça dépend du bâtiment, des émetteurs que vous avez déjà, de la rénovation que vous pouvez faire. Heu et il faut aussi que ça se fasse sur un réseau qui est équilibré, parce que les réseaux pas équilibrés, ça veut dire que dans certains appartements, il va falloir chauffer, l'eau à 10-20 degrés de plus que ce qui serait nécessaire de chauffer normalement dans le reste du bâtiment. Donc là, c'est complètement désastreux évidemment pour faire fonctionner la PAC. Et donc évidemment, le message que je veux faire passer là, c'est en copropriété, on se lance pas dans l'installation d'une pompe à chaleur juste comme remplacement du système de chauffage. Il y a une étude thermique préalable pour être sûr, de ce qu'il faut faire pour aller avec la pompe à chaleur. Voilà. Maintenant ceci dit, je pense que tout le monde a à peu près conscience qu'il y a beaucoup d'immeubles où c'est pas possible de faire une rénovation globale pour des raisons, structurelles, mais plus souvent, d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire une isolation thermique par l'extérieur complète de tous, les immeubles, surtout en région parisienne. Donc il y a d'autres solutions, qui existent, et donc là, notamment les solutions hybrides qui consistent du coup à garder une chaudière au gaz. Bon voilà, c'est généralement on garde la chaudière qu'on a déjà, on n'en installe pas une nouvelle, hein, pour des raisons de coût, heu et de mettre une pompe à chaleur, et l'idée c'est que la pompe à chaleur du coup, elle fonctionne quand son régime de température quand le régime de température demandé, dans le réseau d'eau chaude est optimal pour, son coefficient de performance. Donc concrètement, elle fonctionne quand il fait pas trop froid dehors. Généralement, c'est quand il fait au-dessus de 5 degrés. Ça dépend, après ça dépend de voilà, évidemment du réseau d'eau chaude. Donc 5-10 degrés, la pompe à chaleur fonctionne et donc on peut ne pas avoir besoin, d'allumer, je veux dire le gaz et donc évidemment ça fait des économies, sur la facture, ça fait un meilleur bilan, environnemental. Heu et donc voilà, ça c'est intéressant. Après il y a des limites,
Notamment, bon, ça fait 2 équipements, donc il peut y avoir un coût initial qui est plus important, un coût de l'entretien et de l'abonnement qui est plus important, et ça, évidemment, ça encombre un peu plus les locaux techniques. Il faut de la place à l'intérieur, mais il faut moins de place à l'extérieur parce que du coup, on met moins d'unités extérieures parce que la pompe à chaleur a besoin d'être moins puissante. Voilà pour cette solution qui se développe, et qui est intéressante à garder à l'esprit. Alors les critères d'intégration de la pompe à chaleur en copro, heu, outre tout ce que j'ai dit, déjà sur le dimensionnement vraiment, thermique, de l'équipement, il y a beaucoup d'autres choses qu'il va falloir garder à l'esprit. Déjà, il faut avoir un peu de place dans le local technique, en fonction de la solution, plus ou moins de place si vous mettez une solution hybride, gaz pack. Il faut aussi de la place à l'extérieur. C'est la première chose auquel on pense, une pompe à chaleur aérothermique, il faut une unité extérieure. Pour une grosse copro, il va en falloir 2, 3, 4. Donc il faut de la place, il faut, que ça soit, assez grand pour que la pompe à chaleur puisse respirer en quelque sorte, parce qu'on ne veut pas que la pompe à chaleur reaspire de l'air froid qu'elle a déjà aspiré. Ça va diminuer drastiquement ses performances. Donc il faut idéalement, on les met soit, dans un jardin avec suffisamment de dégagement, soit sur le toit. Heu, c'est ça les principales possibilités. Heu, Au niveau de la structure, si vous le mettez sur le toit, il y a évidemment sur le toit ou sur une toiture, terrasse, il y a évidemment une validation à avoir, notamment en fait tous les toits en pente, tous les toits qui ne sont pas des toits de terrasse. Généralement, c'est pas possible, d'installer une pompe à chaleur là-dessus. Il va y avoir aussi une grosse vigilance à avoir à propos du bruit. Évidemment, on ne veut pas que ça fasse du bruit pour les gens qui sont à côté. Donc il y a le bruit, il y a des solutions techniques, qui existent, que ce soit les panneaux acoustiques pour que ça fasse moins de bruit, les plots anti-vibratiles pour que ça fasse moins de vibrations pour ceux qui sont en dessous, et il faut absolument avoir recours à un bureau d'études acoustique en phase conception pour un projet en copropriété parce que, bah, Heu, surtout si vous installez une grosse pompe à chaleur qui va servir de système de chauffage, central ou annexe, on va parler quand même de gros, de potentiellement de grosses nuisances sonores. Le bureau d'études acoustique peut répondre à ça. Ça permet aussi l'intervention du bureau d'études acoustique, ça permet aussi de lever les réticences, pour les copropriétaires qui seraient contre ce projet évidemment et de lever les craintes. Il faut faire attention à la réflexion sur les murs du bruit. On a souvent des copropriétés qui ont des petites cours. En réalité, installer une unité extérieure de pompe à chaleur dans une cour comme ça peut faire que le bruit se réfléchit et donc que ça fait au final encore plus de bruit. Donc c'est pas le but. Ensuite, dans les critères d'intégration, il y a, le raccordement électrique au réseau. Heu, pour une pompe à chaleur qui va consommer plus de 36, kVA, donc les kVA, c'est kilovoltampères, donc c'est la manière de compter la puissance, au TGBT, donc le tableau des services généraux. Il va falloir, ça fait ça fait grimper les coûts, de passer au-dessus de 36 kVA. Donc c'est en 36 kVA, pour vous donner une idée, ça correspond à une pompe à chaleur en chauffage, équipement de chauffage principal pour, 20-30 logements. Là, on va être au-dessus de 36 kVA. Pour les Du coup, là aussi, le système hybride peut être intéressant, parce que ça permet de faire baisser la puissance, demandée à la pompe à chaleur. Heu, refaire le TGBT, refaire le raccordement au réseau électrique, ça rajoute un gros coût, qui peut être intégré dans une rénovation globale, mais dans le cadre de juste un changement d'équipement, ça rajoute un coût qui souvent est rédhibitoire. Et enfin, dernier principal critère d'intégration, c'est, l'esthétique. Évidemment, les pompes à chaleur, ça prend de la place, ça se voit l'unité extérieure. Il y a des solutions qui apparaissent, notamment, c'est possible de mettre des pompes à chaleur dans les locaux techniques comme on voit sur la petite photo, en gainant l'unité extérieure. Il y a quand même évidemment des précautions à avoir dans ce cas-là, notamment au niveau de la place que ça prend, de la sécurité incendie aussi, mais c'est des choses qui se font. Donc voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est que dans un projet, de pompe à chaleur, il y a une multiplicité d'intervenants, qui sont là, à commencer par le thermicien évidemment qui préconise et qui, gère l'installation de la pompe à chaleur. Souvent, il y aura un architecte, très souvent un bureau d'études structure et
et aussi un bureau d'études acoustiques pour toutes les grosses pompes à chaleur, c'est absolument indispensable. Voilà pour les critères d'intégration. On pourra en reparler pendant les questions. Et donc je reprends la main sur le logement individuel. Donc les pompes à chaleur, comme je vous disais en introduction, ça permet de faire le chauffage, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais ça permet également de produire de l'eau chaude sanitaire. Et les pompes à chaleur aérothermiques permettent cette production-là. C'est ce qu'on va appeler les chauffe-eau thermodynamiques. Alors, comment ça peut se faire en logement individuel? Il y a trois façons d'installer un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel. Le plus courant, qui va être sur air extérieur. Donc, on va avoir sur le même principe qu'une pompe à chaleur pour le chauffage, cette unité extérieure qui vient récupérer les calories de l'air extérieur et qui va transmettre ces calories à un ballon qui, lui, est à l'intérieur, donc un ballon d'eau chaude. De même qu'avec une pompe à chaleur, on a une résistance électrique à l'intérieur du ballon d'eau chaude qui vient faire l'appoint en cas de nécessité. Donc ça, c'est ce qui va être le plus facile à installer en maison individuelle. On est vraiment sur des systèmes très connus qui s'installent de plus en plus. Voilà, donc il n'y a pas trop de difficultés autres que celles qu'on a déjà vues pour les pompes à chaleur chauffage. Un deuxième système qui, lui, va être plus facile à installer pour les appartements, pour le coup. Enfin, aussi en maison, hein, mais c'est un système qu'on retrouve pas mal en appartement. Ça va être les chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait. Donc là, au lieu de récupérer les calories de l'air extérieur, on vient récupérer les calories extraites par votre VMC dans vos pièces humides. Donc voilà, cet air vicié extrait par votre VMC, il contient plein de calories et plutôt que de les perdre vers l'extérieur, on vient les récupérer pour préchauffer l'eau de votre ballon d'eau chaude. Donc de même, il y a toujours cette résistance électrique qui prend la relève en cas de nécessité pour faire l'appoint. Donc ça, c'est plus simple à installer en appartement parce qu'on n'a pas d'unité extérieure. Par contre, ça nécessite en effet que le logement, donc que ce soit l'appartement ou la maison, soit déjà équipé d'une VMC, ou alors on en profite dans le cadre d'un projet global, on installe une VMC et en même temps on installe ce chauffe-eau thermodynamique sur air extrait. Sur le dernier système, ça va être le chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant. Donc là, c'est plus simple en maison individuelle dans le sens où il va falloir avoir un local dans lequel vous acceptez qu'il fasse plus froid que la normale, puisque là, les calories vont être captées à l'intérieur de votre logement. Donc, en règle générale, on est plutôt dans un garage, dans une cave, voire dans un cellier. En tout cas, une pièce où on n'a pas besoin de chauffer. Donc, ça vient récupérer directement l'air autour du ballon d'eau chaude. Il faut quand même un volume suffisant. Et ça vient rendre les calories de ce local-là au ballon d'eau chaude qui possède toujours sa petite résistance électrique pour l'appoint. C'est un des systèmes du coup qui est le plus performant en termes de chauffe-eau thermodynamique puisqu'on est peu soumis aux aléas du climat. L'air du local en question, en effet, il est à température à peu près similaire toute la durée de l'année. Voilà. Voilà pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique en logement. Et Pierre va reprendre la main pour vous expliquer comment ça se passe en copropriété. Alors moi, je vais Pardon. je vais reprendre la main effectivement pour parler de l'eau chaude en copropriété. Non pas du coup des chauffe-eau thermodynamiques individuels par appartement, comme Lisa en a parlé, mais bien d'une installation d'eau chaude sanitaire collective, donc qui est donc dans ce schéma-là, on enlève, enfin, on oublie la chaufferie, on garde le même système de chauffage, mais par contre, pour l'eau chaude sanitaire, on installe une pompe à chaleur pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc ça permet d'installer une pompe à chaleur d'une puissance moindre par rapport à ce qu'on installerait pour chauffer l'immeuble. Ça permet de contourner tous les problèmes qu'on a vus sur le régime de température, parce que là, il faut uniquement chauffer l'eau chaude, donc c'est quelque chose pour lequel la technologie est beaucoup plus mûre.
Et donc c'est quelque chose d'assez avantageux. Il y a pas mal de copropriétés qui se tournent vers ça. Généralement, c'est intégré dans le cadre de rénovation globale parce que, c'est intéressant. Les aides, du coup, les aides le couvrent en partie. Là, j'ai mis l'exemple d'une copropriété parisienne, qui avait installé un équipement du coup 2 unités extérieures de pompe à chaleur, pour chauffer l'eau chaude pour 96 logements. Eux, ils ont fait une rénovation globale, donc on voit là sur la petite photo qu'ils ont fait aussi une isolation. Mais néanmoins, la pompe à chaleur chauffe uniquement l'eau chaude sanitaire. Et 2 unités extérieures suffisent. Ils ont des ballons, ils ont aussi installé des ballons d'appoint, pour s'il y a une trop grosse demande d'eau chaude pour les packs ou en cas de très grand froid. Mais dans l'ensemble, ça leur apporte satisfaction. Sachant que vous pouvez aussi, si vous avez des ballons, souvent dans les copropriétés, il y a des ballons d'eau chaude individuels. Vous pouvez soit passer à des ballons thermodynamiques individuels. À ce moment-là, ça fait plein de petits travaux privatifs en quelque sorte. Il y a aussi une possibilité qui existe, et d'ailleurs je crois que c'est ce qu'avait fait cette copropriété-là, qui est en exemple. On enlève les ballons individuels, tout le monde est content, ça fait de la place dans les appartements, et on met la pompe à chaleur. Du coup, il faut faire passer quelques tuyaux, mais ça reste relativement facile parce que les tuyaux d'eau chaude c'est pas ceux qui sont les plus compliqués. Et on met la pompe à chaleur en chauffage d'eau chaude collective du coup. Donc en fait tout peut un peu être envisagé pour l'eau chaude, sachant que l'eau chaude, ça semble peut-être un peu annexe comme ça, mais en copropriété souvent c'est un des principaux postes de coût énergétique, parce que il y a des systèmes, notamment le système de bouclage collectif, souvent ça fait beaucoup de dépenses énergétiques. Donc quand vous pensez rénovation en copropriété, n'oubliez pas l'eau chaude. Je crois que je repasse la main à Lisa. Oui, merci. Alors on en a fini avec les pompes à chaleur, aérothermiques. On va, enchaîner avec les pompes à chaleur, géothermiques. Alors je vais commencer avec les pompes à chaleur géothermiques, en maison individuelle. Donc là, vous comprendrez bien que j'ai changé mon titre et que j'ai pas laissé le logement individuel, puisque une pompe à chaleur géothermique pour un appartement, on oublie, hein. Donc Pierre, évoquera la solution pour une copropriété en chauffage collectif. Mais par contre, en maison individuelle, ça existe. Il y a 2 types de pompes à chaleur géothermiques, en maison individuelle. Dans un premier temps, les plus communes en maison, ça va être celles sur capteurs horizontaux. Donc là, on est sur des tubes installés en fait en boucle, enterrés à très faible profondeur. On est environ à 80 centimètres de profondeur, et on reste sur un circuit fermé de fluide frigorigène, comme avec les pompes à chaleur aérothermiques, qui viennent transvaser leur chaleur à une unité de pompe à chaleur. Là, l'inconvénient sur ce type d'installation, en tout cas quand on est en secteur dense, comme sur le territoire de GPSO, c'est qu'il faut quand même une surface de capteur assez importante. On estime qu'il faut à peu près 2 fois la surface habitable à chauffer en surface de capteur. Donc si vous avez une maison de 100 mètres carrés, il va falloir 200 mètres carrés de surface de capteur pour une pompe à chaleur géothermique. La deuxième solution qui du coup va permettre d'éviter ce problème de surface, ça va être les pompes à chaleur géothermiques sur capteurs verticaux. Donc là, pour une maison, en règle générale, 2 sondes géothermiques suffisent. Donc c'est des sondes qu'on vient enterrer de manière verticale à l'intérieur d'un forage. Donc là, on est sur des profondeurs un petit peu plus élevées, entre 70 et 80 mètres de profondeur. Ça nécessite du coup de faire venir une foreuse. On peut plus faire ça à la pelle mécanique, hein, mais voilà, on est obligé de faire venir une foreuse. Donc ça nécessite quand même une bonne accessibilité pour l'engin, comme vous voyez sur la photo, qui est assez imposant. Mais par contre, ça évite d'avoir tous ces capteurs et toute cette surface de capteurs. Voilà, on est sur une faible emprise au sol. On est sur des systèmes qui sont en plus un petit peu plus performants, puisque comme on vient plus profond, la température du sol est encore plus efficace, enfin est encore plus stable, donc la pompe à chaleur est encore plus efficace.
Voilà. Là, ce qui va limiter un petit peu, l'installation de ces pompes à chaleur géothermiques, sur capteurs verticaux, ça va être, l'accessibilité, comme je le disais, pour la foreuse, mais aussi le coût, puisque, un forage, ça coûte cher. Alors même s'il faut faire que 2 forages, pour une maison moyenne, ça reste quand même des coûts, assez importants. Et il existe une troisième solution, de pompe à chaleur géothermique qui va être un peu, le mix entre les 2 premières solutions. On va venir récupérer un peu les avantages des 2 premières solutions. C'est ce qu'on appelle les corbeilles géothermiques. Donc là, on est en termes de profondeur vraiment entre les 2 solutions. On est entre 2 et 3 mètres de profondeur. Donc ça reste une profondeur assez faible dans le sens où, il suffit qu'un terrassier, vienne avec sa pelle mécanique et il n'y a pas, pas besoin de faire, de forage. Donc on réduit fortement les coûts par rapport à une pompe à chaleur géothermique, sur capteurs verticaux. On réduit l'emprise au sol aussi par rapport à une pompe, sur capteurs, horizontaux, et on est un petit peu plus profond que par rapport que sur, des capteurs horizontaux puisqu'on est entre 2 et 3 mètres de profondeur. Donc c'est un système qui est, encore, récent en France et très, très installé en Allemagne, par exemple. Ça arrive tout doucement en France et c'est vrai que cette absence de forage, ça quand même facilite l'installation des pompes à chaleur, géothermiques. En copropriété. Alors oui, la géothermie en copropriété, c'est un gros sujet aussi. Donc c'est quelque chose qui se fait en Île-de-France. Souvent, ça se fait à l'échelle d'un quartier, pour des raisons de mutualisation des coûts, assez évidentes. Sur le territoire, on a assez récemment, le trapèze à Boulogne, qui fonctionne avec des capteurs géothermiques sur le réseau de chaleur IDEX. Et le quartier d'ici Cœur de Ville, très récemment ouvert, qui fonctionne aussi sur un petit réseau de chaleur. À l'échelle d'une copro seule, c'est un petit peu plus rare. Il faut être une grosse copro, il faut avoir du terrain, mais ça se fait quand même. Donc là, j'ai mis un bel exemple, je trouve, d'une copropriété à Boulogne, une copropriété ancienne, qui avait déjà un forage dès l'origine, donc dès les années 30. Qui avait été, oubliée, abandonnée dans les années 90. Donc elle fonctionnait uniquement, au gaz. Et là, il y a 3 ans, ils ont fait une rénovation globale. Donc ils ont isolé un petit peu les façades où ils pouvaient, mis un enduit isolant sur les façades historiques et ils ont, du coup, ils en ont profité pour, remettre en fonctionnement le forage, et réinstaller une nouvelle pompe à chaleur, à partir de la géothermie, donc une pompe à chaleur eau. Et ça leur a permis de faire une très belle réalisation où 80 de leurs besoins sont couverts par la pompe à chaleur. Ceci dit, pour les copropriétés qui voudraient, faire des forages, il faut savoir qu'il faut 100 m² de terrain pour faire un nouveau forage, pour les forages importants, en copro. C'est pas tant la place que prend le forage en lui-même, mais toutes les équipes, d'intervention qui viennent, pour le réaliser. Et donc en projet urbain dense, c'est plus rare. Il y a quand même des choses qui se font et notamment à Ville d'Avray, il y a l'association Ativa, qui intervient. Alors ils sont basés à Ville d'Avray, mais ils interviennent sur toutes les villes où ils peuvent, pour, et donc j'ai mis leur logo là et eux, ils promeuvent la géothermie, à l'échelle d'une copropriété, à l'échelle d'une parcelle, et ils proposent des pré-études, gratuites, pour déployer cette solution, pour voir si c'est possible et si c'est opportun. Donc voilà, faut pas hésiter à les contacter, ils seront très contents. Merci. Alors, hop, ça marche plus. Voilà. On va passer à quelques petites recommandations très rapides, sur, l'entretien, pour ceux qui auraient déjà une pompe à chaleur ou pour ceux qui, voudraient déjà savoir comment on entretient, leur future pompe à chaleur. Alors c'est, assez simple, hein, pour les pompes à chaleur, aérothermiques, il y a quelques, quand même points de vigilance ou, quelques petits, entretiens qu'on peut faire soi-même. Pierre l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est important qu'il y ait une libre circulation de l'air, autour de l'unité, extérieure, pour, avoir, pas revenir, prendre l'air froid, qui a déjà été, utilisé
et pour pas bloquer le débit d'air entrant. Donc on vient voilà, enlever les feuilles autour, etc. C'est important aussi pour ceux qui installent des pompes à chaleur RR de dépoussiérer et de nettoyer à l'eau savonneuse assez régulièrement, voilà, au moins une fois par an, les ventilos-convecteurs, les splits, pour déjà d'un point de vue hygiène et pour surtout un meilleur confort, meilleure performance. Et ensuite, pour toutes les pompes à chaleur, il va y avoir un entretien tous les 2 ans par un spécialiste. Donc il y a un décret qui encadre qu'est-ce que doit faire ce spécialiste dans cet entretien tous les 2 ans. Sachant que les chauffe-eau thermodynamiques ne sont pas concernés par l'obligation d'entretien. Donc là, on parle que des pompes à chaleur qui font le chauffage ou chauffage plus eau chaude sanitaire. Et également, si vous avez beaucoup de fluides frigorigènes, vous devez, en plus de cet entretien obligatoire tous les 2 ans, faire un contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène une fois par an, pour voilà, toutes les packs qui contiennent plus de 2 kg de fluide frigorigène, donc les packs qui ont une grosse puissance. En copropriété, on est en règle générale de ce qu'on voit sur une intervention par an d'un spécialiste pour cet entretien obligatoire. Et c'est un coût d'environ 1 000 € par an voilà, pour entretenir sa pompe à chaleur. Alors maintenant qu'on vous a parlé des pompes à chaleur, on le disait un petit peu en introduction, mais changer son système de chauffage, c'est pas la première étape, hein, quand on a un projet de rénovation énergétique. C'est bien d'abord de se poser la question, voir si son logement, sa copropriété est bien isolée. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider à définir vos besoins, vous accompagner, voilà, vous conseiller au mieux dans votre projet. Et ce, dès le départ, dès la petite idée, la petite étincelle que vous pourriez avoir dans votre tête à propos d'un projet de rénovation énergétique. Donc on voulait quand même en fin de présentation, vous présenter un petit peu les parcours théoriques classiques des projets de rénovation énergétique. Donc je vais commencer par vous présenter celui en maison individuelle, enfin en logement individuel. Puis Pierre vous présentera celui en copropriété qui est un petit peu différent puisque bien sûr on n'a pas les mêmes instances. Alors, en logement individuel, voilà un petit peu le parcours classique. Alors ça peut faire un petit peu peur cette frise d'un premier abord, mais l'idée c'est que vraiment nous, en tant que conseiller France Rénov', on soit là tout au long pour vous accompagner de manière personnalisée. Donc vous avez un conseiller référent qui vous accompagne à chacune de ces étapes. Comme je disais, en définissant dans un premier temps les besoins, voilà, donc on propose des rendez-vous gratuits pour tout le monde, pour voilà, que vous puissiez poser vos premières questions, qu'on puisse définir votre besoin. Et ensuite, en fonction de votre besoin, vous réorienter vers les bons acteurs, sachant que nous, on reste en appui pour vous conseiller tout au long. Pour les projets qui auraient, voilà, qui seraient ambitieux, projet de rénovation globale, par exemple, ou quand il y a au moins 2 gestes d'isolation, on va faire un accompagnement un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus de suivi. Et on va utiliser pour ça la plateforme Passreno Habitat, qui est donc une plateforme dédiée aux projets ambitieux, une plateforme web gratuite, sur laquelle vous allez pouvoir être suivi par votre conseiller référent et également être mis en relation directe avec des professionnels RGE locaux affiliés à notre réseau. Et donc vous pouvez voilà, faire vos demandes de devis directement via la plateforme. On est là, nous, en tant que conseiller France Rénov', pour vous aider à analyser ces devis, pour vous aider à optimiser votre plan de financement. Et ensuite, pour à la fin, sur la partie évaluation, après les travaux, vous aider un petit peu à prendre en main votre logement rénové, à faire un suivi des consommations si nécessaire, etc. Oui, alors j'avais fait une slide dédiée à Passreno Habitat, comme ça vous avez le logo. Donc comme je disais, c'est une plateforme web gratuite qui a été créée par les espaces Conseil France Rénov' de la métropole du Grand Paris, dédiée à la rénovation énergétique globale, ambitieuse au moins, en tout cas de l'habitat individuel, donc des maisons individuelles et des appartements.
sur laquelle vous pouvez retrouver un annuaire de professionnels locaux affiliés et également pas mal de ressources documentaires. Donc ça, voilà, c'est une plateforme à laquelle vous avez un accès personnalisé en tant que particulier ayant un projet ambitieux. Alors du coup, je crois que c'est à moi pour la copro, voilà. Euh, Nous, en copro, l'équivalent de Passereno Habitat, c'est le coach copro, qui est pour le coup le portail, le guichet unique d'entrée pour tous les projets de rénovation, hein, ambitieux ou moins ambitieux. Si vous n'êtes pas déjà inscrit dessus, foncez-y. Au niveau de la temporalité d'un projet, un projet de rénovation globale en copro, bah, c'est au moins 3 ans parce qu'il y a au moins 3 assemblées générales pour sanctionner les différentes étapes. Donc, première étape, un audit. Deuxième étape, la phase de conception qui est en fait la plus longue généralement. Et ensuite, les travaux qui sont votés à l'issue de la phase de conception si tout se passe bien. Donc ça, c'est assez classique. Au niveau de ce qui change avec un projet de pompe à chaleur, c'est en phase de conception, comme on a vu, il y a beaucoup de points à lever pour avancer dans le projet. Et donc ça rallonge et ça renchérit cette phase. Généralement, bon, ce qui est constaté sur les projets qui existent déjà, c'est que ça coûte entre 15 et 20% plus cher et ça met aussi un peu plus de temps. Voilà, parce que comme on a vu, il y a différentes interventions qui sont programmées. Voilà, je pense que c'est pas mal. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. Financement, j'y vais. Oui, vas-y, je commence pour faire toujours dans le même ordre. Donc le financement, voilà, rapidement sur les pompes à chaleur. Alors, il existe beaucoup de dispositifs financiers. On vous a fait un petit résumé ici, mais rien de mieux que contacter un conseiller France Rénov pour connaître les dispositifs financiers adaptés à votre projet et surtout à vos ressources. Alors, il y a un dispositif qui va être commun en habitat individuel et en copropriété, c'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est ouvert à tout le monde. Il y a pas de conditions de ressources et pas de conditions d'occupation. Donc, que vous soyez occupant ou bailleur, vous pouvez avoir ce dispositif-là. Donc, c'est un dispositif direct, poste par poste. Donc, l'installation d'une pompe à chaleur est inclus dedans, dans les primes proposées. Et ensuite, en habitat individuel plus particulièrement, vous allez retrouver le dispositif phare du gouvernement qui s'appelle MaPrimeRénov', qui peut prendre 2 formes. Soit pour les très modestes et intermédiaires, ça va être une aide forfaitaire pour la pompe à chaleur. Et pour les ménages aux revenus supérieurs ou même les autres ménages, mais qui auraient un projet ambitieux, donc avec un saut de 2 classes énergétiques et 2 gestes d'isolation minimum, en plus de l'installation de la pompe à chaleur, par exemple. Là, vous avez le dispositif MaPrimeRénov' Parcours Accompagné qui va pouvoir subventionner jusqu'à 80% du montant hors taxe des travaux pour les ménages les plus modestes. Et c'est minimum 30% pour les ménages supérieurs. Et en plus de ces 2 dispositifs nationaux, vous avez des aides locales. Donc, on est assez bien fourni en aide locale sur la pompe à chaleur sur le territoire, puisque vous avez à plus grande échelle la région Île-de-France qui subventionne le passage. Alors, c'est très spécifique puisque c'est le passage de la chaudière fioul à la pompe à chaleur RO. Donc là, c'est une aide qui est ouverte à tout le monde. C'est une aide de 1 000 €. Et vous avez une aide du conseil départemental du 92, donc du département des Hauts-de-Seine, pour les ménages très modestes et intermédiaires, jusqu'à 60% du montant hors taxe des travaux subventionnés. Et vous avez le territoire, donc Grand Paris Seine-Ouest, qui propose pareil une aide pour tous les revenus, conditionnée à un gain énergétique minimum de 25%, ce qui est facilement atteignable quand on passe d'un système carboné à un système décarboné comme la pompe à chaleur. Je précise que toutes ces aides locales, c'est pour les maisons individuelles. Oui, et les appartements. Et les appartements, voilà. Du coup, en copropriété, c'est assez similaire, c'est-à-dire que les certificats d'économie d'énergie, c'est pour tous les projets. Pour les projets ambitieux, il y a MaPrimeRénov' copropriété. Donc il y a un premier seuil à 35%.
Donc il faut atteindre 35% pour débloquer cette aide. L'avantage, c'est que c'est une aide qui est quand même assez importante, c'est 30% du montant des travaux. C'est pour tous les copropriétaires, il n'y a pas de condition de ressources. Voilà, vous pouvez garder ça à l'esprit. Je ne vais pas m'étendre plus sur les montants, etc. Ça dépend des plans de financement, c'est assez complexe, mais c'est une aide qui est intéressante. Et ce qui est intéressant depuis le 1er janvier, c'est qu'il y a, outre ce premier seuil de 35%, qui est déjà assez compliqué à atteindre, hein, il y a un deuxième seuil à 50% d'économie d'énergie, qui permet de débloquer encore plus d'aides. On passe à un taux de couverture de 45% du montant des travaux. Et donc en fait, pour les projets qui sont déjà à 35%, souvent, pas toujours, mais ça peut souvent quand même, rajouter une pompe à chaleur pour le chaude sanitaire ou un système hybride, ça permet d'atteindre le seuil de 50% et donc le surcoût de la pompe à chaleur est compensé par le nouveau taux d'aide. Donc c'est quand même assez intéressant et assez incitatif pour ce système de pompe à chaleur. Voilà, et à côté de ça, il y a le fonds chaleur de l'ADEME, qui finance les projets de géothermie, mais là, c'est quand même un cas très spécifique. Mais il faut savoir que c'est disponible pour les copropriétés aussi. Voilà. Alors on en a terminé pour notre présentation, voilà, très descendante pour le moment, mais du coup, comme promis, on va vous laisser un temps de questions. Donc on a une petite demi-heure pour vos questions. N'hésitez pas à poser dans le chat. Je vais récupérer le Il y a chat déjà beaucoup de ici. questions dans le chat. Ah, ok. Je vois. J'ai regardé. Allez, on les Euh, prend dans l'ordre alors. Non? Allez. Est-ce Faut que je que, juste, je remonte. vois que Rodolphe R a posé beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes Monsieur Raffard? Que je connais bien ou pas du tout? Oui. Oui, d'accord. Vous aviez perdu mon numéro. Non, mais c'est des très bonnes questions que vous posez, donc on va essayer d'y répondre. Alors, par où on commence? La première, Havard. Donc, comment se fait-il qu'une PAC RO coûte relativement cher et que les aides sont relativement réduites? On est harcelé par des entreprises qui proposent une pompe une pompe à chaleur, pardon, plus une isolation thermique pour 1 euro. Alors, les pompes à chaleur RO, alors je parle en maison individuelle, hein, je pense que c'est dans ce sens-là la question. C'est les pompes à chaleur les plus aidées, hein, financièrement parlant. En tout cas, si on compare aux pompes à chaleur RR, elles sont très peu aidées. Les pompes à chaleur RO sont assez aidées, que ce soit dans le cadre d'un projet monogeste où vous remplacez seulement votre pompe à chaleur, votre système de chauffage, pardon, ou que ce soit dans le cadre d'un projet plus global. C'est quand même assez bien aidé, et encore plus depuis le 1er janvier 2024. Sur la question du harcèlement par des entreprises qui proposent des combos à 1 euro, amenez-nous les devis parce que c'est très compliqué maintenant de faire des propositions à 1 euro. C'était possible passer un temps grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie qui étaient très très élevés, qui voilà, subventionnaient une grosse part, donc les prestataires en fait compensaient le prix des travaux par ce dispositif-là. Et ça vous revenait en reste à charge à 1 euro. Maintenant, les certificats d'économie d'énergie, ils sont encore un petit peu élevés, mais pas assez à mon sens. C'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément de moyenne de coût, mais une pompe à chaleur RO en maison individuelle, on est autour des 19 000 euros de coût d'investissement. Alors bien sûr, ça va dépendre de la puissance. Et pour vous donner une idée, même pour les ménages très modestes, on n'atteint pas 19 000 euros de prime, hein, en combinant toutes les primes. Donc, voilà, c'est rare quand même d'avoir des propositions à 1 euro. Et le démarchage téléphonique est interdit pour la rénovation énergétique, donc il ne faut pas hésiter bah, comment on dit, à le dire sur Signal Conso. Voilà. Qu'en est-il de l'utilisation de la PAC lorsqu'il y a un mix entre un plancher chauffant et un vieux radiateur en acier? Alors là, il va falloir que vous précisiez. J'imagine dans une même maison ou dans un même appartement. Est-ce que c'est dans une copro Oui, ou c'est dans une même ouais, maison, plancher chauffant ouais. et plusieurs radiateurs, vieux radiateurs en acier. Là, le plus simple, en effet, c'est de remplacer vos vieux radiateurs en acier. Alors, c'est toujours possible de mettre une pompe à chaleur basse température avec des radiateurs qui, normalement, demandent de la haute température, mais vous risquez d'avoir un problème de confort dans les pièces dans lesquelles sont ces vieux radiateurs. Donc, c'est
c'est quand même mieux de remplacer ces vieux radiateurs en acier et de mettre des radiateurs basse température. Voilà. Pour du coup pouvoir installer une pompe à chaleur basse température. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui. Alors, l'intervention du bureau d'études acoustiques est-elle obligatoire? À quel moment dans le projet? Et question connexe, le BE acoustique est-il couvert par le cahier des charges de la MOE rénovation, donc la phase conception? Donc non, ça déjà cette question-là, non, clairement l'acousticien, c'est, un devis à part. Heu, un ordre de grandeur des prix, c'est ce que j'ai dit, c'est, tout rajouter l'acousticien, ça peut rajouter environ 10 je pense sur une conception, à vérifier, hein. Heu et par contre, est-ce que c'est obligatoire? Ou c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Vous, si mes souvenirs sont bons, votre projet, il y a quand même 3 ou 4 unités extérieures qui vont être installées pour, comme chauffage principal. Donc, oui, je dirais qu'il faut passer par là, et du coup, il faudra le faire en phase conception. Donc, Donc, on trouve un petit budget pour le faire avant la prochaine AG, quoi. ça serait mieux, ouais, de prévoir un budget pour le faire avant la prochaine AG, exactement. Heu, on en reparlera. Ouais. Quel est le prix de l'électricité au kilowattheure pour une puissance supérieure à 36 kVA? Alors vous passez en tarif jaune, pour, à 36 kVA, et après il y a encore un autre, parce que normalement là, une copropriété, c'est en tarif bleu. Il y a encore un autre tarif si vous dépassez encore un autre seuil, 30. Là, on est entre 36 et 250, donc c'est le C4. Ouais, La maîtrise d'œuvre, elle nous a donné un ordre de prix à 40 centimes d'euros du kilowattheure. Mais moi, j'ai essayé en contactant Enedis, EDF, de faire leur montage du coût parce qu'il faut additionner la fourniture d'électricité, le transport, les taxes. Et j'arrivais à un peu moins de ça, j'arrivais à un peu plus de 30. Et ça joue quand même beaucoup sur l'économie du projet et le choix entre le gaz et l'électricité. J'aurais voulu savoir s'il y avait un peu un retour d'expérience des copropriétés sur quel était le coût moyen, enfin le prix moyen, puis finalement tout compris du kilowattheure. du kilowattheure. Là, j'ai pas cette info-là. C'est une bonne question. Il y a pas énormément de retours en copro pour le moment, mais c'est vrai que je pourrais m'enseigner sur les retours d'expérience qui existent. Parce que Je le calcul est note. compliqué, il faut avoir la puissance, Ouais. Mmh. l'énergie plutôt qu'on consomme heure pleine, heure creuse, été, hiver. Et on n'a Ouais, pas toutes ouais. ces de la part de la Il y a maîtrise d'œuvre. Ouais, OK. Je note. Je n'ai pas la réponse. Et votre dernière question de cette série-là, sur le même principe que l'utilisation de l'air extrait des packs sur les eaux grises pour le collectif. Alors ça existe, c'est plutôt à l'échelle du quartier, parce qu'il faut quand même suffisamment d'eau grise. À l'échelle d'une copropriété, je crois pas que ça existe du tout. Il y a pas assez, mais à l'échelle du quartier, ça existe. Il y a une piscine à Paris qui est chauffée avec, l'eau des égouts, heu, avec une pompe à chaleur. Voilà, petit, fun fact. Alors on continue. La surface de capteurs horizontaux peut-elle être en multicouche? Je ne crois pas parce qu'en fait, il faut faire attention aussi à tout ce qui va être, gel. Donc, même d'ailleurs dans des sondes, verticales, il ne faut pas qu'elles soient trop proches, pour, éviter de trop refroidir en fait, une même zone, du sol, et qu'il y ait un risque de gel. Donc je pense, enfin voilà, je suis pas experte sur la géothermie, mais, je pense que c'est pas possible en multicouche. Ou alors, très à des profondeurs vraiment différentes. Voilà. Avantage de la géothermie par rapport à l'aérothermie, alors là, c'est, la température, de la source. Sur l'aérothermique, on va être, vachement, dépendant des aléas du climat et des températures, extérieures de l'air, du coup. Alors qu'en géothermie, on va être sur une température beaucoup plus stable tout au long de l'année. La température du sol, on est entre 12 et 13 degrés, tout au long de l'année, même en plein hiver. Donc ça permet d'avoir un coefficient de performance, de la pompe à chaleur beaucoup plus élevé. Et est-ce que c'est différent selon les régions? En tout cas pour l'aérothermie, oui, géothermie, je sais pas trop, mais j'imagine qu'un petit peu aussi. Mais pour l'aérothermie, oui, c'est vrai que c'est pour ça que c'est des systèmes, les pompes à chaleur aérothermiques qui sont beaucoup plus installés, dans le bassin méditerranéen,
Voilà, parce que l'air extérieur est un peu plus stable tout au long de l'hiver. Alors, du coup, il y a une autre question de Rodolphe R, donc j'imagine que c'est toujours en copropriété? Oui, c'est toujours dans la Le comparaison entre une solution Ouais, gaz le et coût de une maintenance. est-ce qu'il y a une grosse différence? Parce que là, ce que j'ai entendu ce soir, c'est que finalement, une pompe à chaleur, il n'y a qu'un seul passage par an en termes de maintenance. Ouais, Nous, après, c'est aujourd'hui, on a une filière fuel et le maintenancier, il passe toutes les 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Donc finalement, entre, je sais pas, 5-6 passages par an et puis un seul passage par an, on doit s'y retrouver. je pense que les coûts d'entretien sont pas, fondamentalement différents. À la rigueur, vous aurez peut-être plus de mal à trouver des intervenants parce que c'est une nouvelle, quand même une nouvelle technologie en copro, donc ça sera plus cher, Comment aujourd'hui, ça sera probablement plus cher à l'acte. Après effectivement, normalement, il y a moins d'actes et puis c'est amené à se répandre dans les prochaines années, donc ça va nécessairement diminuer, le coût de l'entretien. Parce qu'en maison individuelle, c'est pas délirant, le C'est coût de vrai qu'aujourd'hui, l'entretien. quand Non, non. on parle avec les professionnels, il y en a beaucoup qui sont réticents, que ce soit des chauffagistes ou des installateurs. C'est dur de trouver des gens un peu enthousiastes, hein. Ouais. C'est quand même amené à changer, très prochainement parce que clairement la pompe à chaleur, c'est quand même très, à l'avant-garde des politiques, publiques, pour le logement, dans le futur. Je peux être d'accord, mais ça facilite pas les projets aujourd'hui, quoi. C'est clair, en copro, c'est Même pas les évident. maîtriseurs d'ailleurs sont pas forcément très bien formés et ni très enthousiastes sur ces sujets parce que ça sort un peu, je pense, de leur référence habituelle et de leur cadre Ouais, tout à fait facile de fonctionnement habituel, quoi. tout à fait possible. Ça dépend lesquels, mais oui. Heu, Je vois que ça fait un petit moment que monsieur Aloui essaye de lever la main aussi, via sa vidéo. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, à l'oral ou si vous vouliez rebondir sur une question? On vous entend pas. Alors attendez, je vais vous activer votre micro. Ah, je peux pas, c'est vous qui devez le faire. Est-ce que vous arrivez à activer votre micro? On vous entend pas. Sinon, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ah, mais vous l'avez mis peut-être. Les résidences secondaires sont-elles éligibles aux aides financières? Voilà. Alors sur, les aides financières en résidence secondaire, vous allez avoir le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui lui, est toujours là quoi qu'il arrive. Donc oui, il est disponible en résidence secondaire. Par contre, le dispositif, gouvernemental, MaPrimeRénov' n'est pas éligible, enfin les résidences secondaires ne sont pas éligibles au dispositif MaPrimeRénov'. Et en règle générale, les aides locales, ne sont pas éligibles, quand les gens n'occupent pas le logement, à l'année. Donc après ça, faut se renseigner dans votre région du coup de résidence secondaire, mais en tout cas si votre résidence secondaire est sur notre territoire, les aides locales ne sont pas, éligibles. Voilà. Monsieur Auclair, vous levez la main, est-ce que vous voulez prendre la parole à l'oral? Oui, je voulais dire en 2 mots, un témoignage. Je suis membre d'un conseil syndical. On vient de faire un diagnostic technique global d'un immeuble de à peu près 1 000 m² habitables, 11 appartements. On en est à la fin de la première phase que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire le diagnostic, global et de performance énergétique. On a quelques pistes pour améliorer, enfin réduire les consommations énergétiques de l'immeuble, qu'avec une chaufferie au gaz collective. On en est on n'atteint pas les 35%. On les atteindrait si on faisait une isolation par l'extérieur, mais comme c'est un immeuble en pierre de taille, on hésite un peu. Et donc, on s'oriente vers l'installation d'une pompe à chaleur en relève de chaudière. C'est-à-dire qu'on a déjà une chaudière à gaz qui est pas très vieille, qui a une dizaine d'années, qui est une chaudière à condensation, qui a des bonnes performances, et on envisage d'installer une pompe à chaleur en relève de chaudière. Et bon, je ne sais pas où ça ira. Mon souci, c'est la question que j'ai posée, c'est de savoir quel est l'ordre de grandeur d'une pompe à chaleur collective, donc de l'ordre de 100 kW. Est-ce que vous avez
des informations là-dessus. Qui est donc en relève de chaudière, hein, parce que la En puissance relève de la de PAC, chaudière, oui. le prix de la PAC, ça dépend de la puissance. Mais pour une pompe à chaleur, le chiffre que j'ai là pour le retour d'expérience que j'ai eu, c'est pour 40 logements, pour une pompe à chaleur en relève de chaudière, on est à 83 000 €. D'accord. Chiffre, voilà. Travaux complets, enfin, pas uniquement la pompe, mais installée. Ouais, pompe là, Oui. c'est 80 000, oui, tout compris sauf les études, hein, pas les études D'accord. préalables. Mmh. Donc après, ça varie, comme on a vu, ça varie beaucoup en fonction de l'installation et des critères d'intégration, parce que, sur le toit, c'est plus cher, s'il faut la mettre en sous-sol, la gainer, ça peut aussi être un peu plus cher. Donc c'est vraiment variable en fonction des projets et en copropriété, c'est quand même difficile de donner des fourchettes, sur une technologie qui est quand même un peu nouvelle. On a Alors, encore des je on voulais, a je voulais rajouter un commentaire. Au stade où on en est de l'étude, moi j'ai regardé si on mettait une pompe à chaleur avec un COP de 3, qui est une valeur à peu près moyenne dans ce que vous nous avez donné. Donc, pompe à chaleur consommerait 3 fois moins de kilowattheures que notre chaudière à gaz, mais on consommerait de l'énergie électrique qui vaut 2 fois plus. Donc, si vous voulez, en termes d'euros, là je sors des ouais, kilowattheures, en termes d'euros, on gagnerait 30%, mais c'est ça. pas énormément, hein, faut C'est tout à fait ça, hein, qu'on retrouve, hein, voilà. n'est-ce pas vrai, Lisa? Ouais. Ouais. Donc après, c'est aussi une question de stabilité du prix sur le long terme. Le prix du gaz est quand même fluctuant, celui de l'électricité aussi, mais un petit peu moins. Ouais, ouais. Alors, le fait de mettre des panneaux acoustiques, Je crois qu'on a loupé une question sur on a l'orientation loupé de une la question. PAC. À ma connaissance, il n'y a pas forcément d'impact de l'orientation de la PAC. J'ai pas l'impression que ce soit un sujet. Je ne sais pas si toi tu en sais plus, Pierre, mais Oh pour non, moi, il n'y a pas de. C'est pas comme un panneau solaire où là, oui, l'orientation va être très importante, mais une pompe à chaleur, tant qu'il y a de l'air qui rentre et qu'il y a vraiment cet esprit de libre circulation de l'air, il y a pas, puisqu'en fait, c'est vraiment la pompe à chaleur qui va, comme je l'ai expliqué, faire monter aussi en température, le fluide frigorigène, hein. C'est pas que les petites calories de l'air extérieur, hein. Il y a vraiment cet esprit par les organes de la pompe à chaleur de faire monter la température. Donc pour moi, il y a pas forcément d'impact sur la position cardinale, de la pompe à chaleur. Voilà, et du coup, les panneaux acoustiques. alors c'est pour moi. Mmh. Est-ce que le fait de alors le fait de mettre des panneaux acoustiques, ça va non, si c'est bien fait, ça diminue pas le rendement de la PAC. Après effectivement, il faut qu'elle ait quand même suffisamment d'espace. Donc vous pourrez pas la mettre dans une grosse boîte, entourée de panneaux acoustiques. Ce qui fait il peut y avoir des configurations d'immeubles où c'est très compliqué de trouver le bon endroit où mettre la PAC. Mais les panneaux acoustiques, non, ça diminue pas le rendement. Il y a même il y a même des caissons qui sont pas entièrement fermés, donc qui sont qui sont quand même beaucoup plus fermés que des simples panneaux acoustiques, et ça non plus, ça diminue pas le rendement parce que, bah, c'est des technologies étudiées pour, permettre un renouvellement suffisant de l'air. Voilà. Mmh. Donc ça, Alors on on a a répondu. répondu. Est-ce que l'installation chauffe-eau-thermodynamique plus pompe à chaleur RO sont considérées comme 2 actions d'isolation, entre parenthèses, accès à Passereno Habitat? Alors l'accès à Passereno Habitat en logement individuel, il est un peu à la comment dire? Enfin, c'est nous en tant que conseillers, on va dire, qui décidons si on l'ouvre ou pas. Dans tous les cas, vous avez un premier rendez-vous avec un conseiller, voilà, un rendez-vous d'1 heure, qui va vous permettre de définir vos besoins, de définir un petit peu l'ambition que vous avez, dans ce projet, et en fonction de cette ambition, on n'ouvre ou pas les accès à Passereno Habitat. Il n'y a pas de vraies règles écrites, voilà, c'est un peu, au libre choix du conseiller. Par contre, on parle souvent de ces
2 actions d'isolation parce que c'est des, comme on voit là sur la slide que je projette encore, c'est un point obligatoire pour avoir MaPrimeRénov' parcours accompagné, les 2 gestes d'isolation et il ne faut pas confondre geste de rénovation, geste de travaux et geste d'isolation. Quand on parle de geste d'isolation, c'est on isole une paroi, donc c'est parmi toiture, mur, menuiserie et sol dans une maison. Donc pour avoir par exemple MaPrimeRénov' parcours accompagné, quand on dit 2 gestes d'isolation, là non, si vous faites que le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur RO, vous avez 2 gestes de travaux, mais vous n'avez pas 2 gestes d'isolation. Donc vous ne pourrez pas avoir MaPrimeRénov' parcours accompagné. Mais pour l'accès à Passereno Habitat, ça c'est pas un vrai blocage. Une pompe à chaleur RO est considérée comme bruyante et peut être source de litige avec le voisinage. Installation en toit-terrasse mitoyenne d'un immeuble, quel est votre avis? C'est aussi, en tout cas en copropriété, l'intérêt de faire passer un bureau acoustique, un bureau d'études acoustique, c'est un peu de lever ces freins. Des fois, c'est un peu on dit et il y a pas tant de différence, en tout cas quand la solution est bien étudiée et bien mise en place. Donc, ça peut être aussi l'intérêt en copropriété de faire passer ce bureau acoustique. Et en maison individuelle, une pompe à chaleur de puissance classique en maison individuelle, hein, c'est-à-dire entre 8 et 16 kW, on va être sur des bruits équivalents à un lave-vaisselle en termes de bruit. On est entre 40 et 45 décibels. Donc c'est pas énorme en fait, hein. Voilà, si vous mettez bien sur des plots anti-vibratiles, que vous ne le collez pas à votre façade, que vous ne mettez pas en dessous de la fenêtre de la chambre du voisin, en règle générale, ça se passe bien. Et les solutions acoustiques que présentait Pierre pour les copropriétés, ça existe aussi en maison individuelle. Ça rajoute des coûts, hein, forcément, mais s'il faut créer un caisson avec des panneaux acoustiques ou si il faut mettre l'unité extérieure dans un local et gainer, tout est possible aussi, hein. Est-ce qu'il y a des normes à respecter? C'est une autre Non. question. Non, il y a pas de normes, j'en connais pas non plus. Non, alors par contre, ça c'est vrai que moi je ne l'ai pas précisé, toi tu l'as dit, mais l'installation de pompes à chaleur qui ont des unités extérieures, c'est soumis à déclaration préalable. Donc c'est des travaux qu'il faut déclarer à l'urbanisme avant de les faire du coup. Donc c'est pour moi le seul point réglementation, c'est qu'il faut que ça soit déclaré en mairie avant les travaux. Donc c'est pas un permis de construire, hein, c'est une déclaration préalable. C'est quand même un document administratif et d'urbanisme à réaliser. Et vous devez prouver en gros que c'est bien intégré par rapport à l'environnement. Voilà. OK, je crois qu'on a répondu à toutes les questions du chat, en tout cas. Est-ce que vous avez encore des questions? Tu peux mettre, ouais, la slide ressources. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous reporter à ces ressources-là. On vous enverra les slides, hein. Une même PAC peut-elle faire chauffage et eau chaude? Oui, que ce soit les pompes à chaleur aérothermiques ou les pompes à chaleur géothermiques, ça peut faire chauffage et eau chaude. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai une question, oui. Bonsoir. Désolée, je ne peux pas actionner ma caméra, donc ce n'est pas très poli, mais voilà, vous ne Pas de voyez souci. pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique là, avec l'air extrait par la VMC, s'il vous plaît? Oui, alors je remets du coup les petites images. Je vais oh là là, je vais aller trop vite. Voilà. Alors celle du milieu, du coup, le chauffe-eau thermodynamique, il est placé en règle générale là où vous pouvez, hein, à la place de l'ancien chauffe-eau, donc soit dans un placard, soit si vous avez un local technique, une chaufferie dans votre maison, voilà, un sous-sol, un garage. Et le chauffe-eau, il va venir capter les calories de l'air extrait de la VMC. Donc en fait, au lieu de
au lieu que voyez les bouches d'extraction dans vos pièces humides soient extraits par un caisson de ventilation et soient ensuite rendus à l'air extérieur. Alors là, c'est vrai que c'est pas très bien fait sur le schéma, c'est vraiment très, très simplifié, mais vous avez quand même ce caisson de ventilation et à la sortie du caisson de ventilation, au lieu de faire sortir en règle générale en toiture, voilà, cette dernière gaine qui va généralement en toiture, elle va en fait dans le chauffe-eau thermodynamique. Et ça, c'est un dispositif qui est applicable en appartement? Oui, oui, il faut avoir une VMC individuelle, mais oui, si vous avez une VMC individuelle ou si vous prévoyez d'installer une VMC individuelle, c'est totalement du coup applicable en appartement. J'ai une slide à la fin là-dessus, Lisa, Ah, OK. Et dans les c'est pas annexes. plus bruyant que le fonctionnement d'un chauffe-eau normal? Non. Non. D'accord. Alors dans les annexes, Ouais, là, on le voit là en copropriété. Si vous avez une sortie d'air, c'est là, dans l'appartement, c'est exactement comme une ventilation, quoi. C'est le même conduit. Et donc si on a une VMC collective, en appartement, on peut pas utiliser ce dispositif du coup? du coup, ça me met le doute ton schéma parce que pour moi, c'était pas possible, mais là ce qu'on voit, c'est que c'est un circuit, collectif. Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Soit faut se raccorder au circuit collectif, mais alors là, pour se raccorder au circuit collectif, il faut une autorisation, hein. Ouais. Et c'est pas forcément conseillé si c'est pas étudié avant. Sinon, il faut juste faire un trou dans la façade pour avoir une sortie d'air, autonome, quoi. Donc comme on voit sur la petite photo, on met le ballon collé à un mur extérieur et on fait un petit trou. C'est du coup 70, je pense que c'est des centimètres, pas des millimètres, 70 centimètres de diamètre, heu, pour, heu, pour faire ce petit trou. Donc voilà. D'accord, OK. Merci. Eh ben, avec plaisir. Eh ben, il est 19h57. On est pas mal, 3 minutes d'avance. Oui, donc vous aurez les slides d'ici la fin de la semaine, par mail pour ceux qui s'étaient inscrits à la conférence. Et pareil, d'ici la fin de la semaine, je pense, l'enregistrement vidéo, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous retrouvez d'ailleurs sur cette chaîne YouTube toutes nos webconférences. N'hésitez pas à aller, fouiller dès aujourd'hui. Voilà. Et monsieur Raffard, si besoin, on peut s'appeler demain, hein. Je vois que vous avez beaucoup de questions et que vous avez une échéance à venir Ouais, et donc je Et sais pas si justement, si on veut n'hésitez vous pas. appeler? Voilà, je venais de penser qu'on vous avait pas montré, cette slide qui est quand même, un peu la plus Oui. importante. Si vous voulez nous contacter, puis si vous n'êtes pas déjà en contact avec nous, si voilà, là on a l'exemple d'un monsieur qui apparemment est déjà en contact avec, mon collègue, mais si vous n'êtes pas déjà en contact avec nous, la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle le guichet unique, de la rénovation de l'habitat, et il y a 2 moyens, du coup de nous contacter. Soit vous avez un petit formulaire à remplir sur le site, senwest.fr/rénov', et suite, au remplissage de ce formulaire, en fait, vous pouvez directement prendre rendez-vous, vous avez accès à nos agendas. Ou alors vous appelez, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet, vous appelez, le numéro vert de GPSO qui est un numéro gratuit, et là, en fait, tout simplement, c'est, la téléconseillère ou le téléconseiller qui prendra rendez-vous à votre place. Mais vous aurez dans tous les cas un rendez-vous, directement suite à votre première prise de contact. Sachant qu'en délai de rendez-vous, on est à peu près à 1 semaine de délai en logement individuel et on est à peu près à 3 semaines de délai en copropriété. Voilà. Donc senwest.fr/rénov'. Merci. Écoutez, on va s'arrêter là. On vous souhaite à tous, une bonne soirée et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez un projet de rénovation énergétique, que ce soit, avec l'installation d'une pompe à chaleur ou sans. Voilà, on est là pour ça. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Eh ben, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.